Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui sont avec nous dans cette salle et à ceux qui nous suivent en ligne. L'intitulé de ces deuxièmes estivales de la Fondation Partage et Vie incite à l'optimisme, la vie bonne. La vie bonne, c'est celle que l'on souhaite à tous ceux que l'on aime et jusqu'à leur dernier souffle. Et puis, plus égoïstement, c'est ce que l'on espère pour nous aussi, évidemment. Mais que recouvre exactement ce thème? Nous le verrons avec des philosophes, un professeur de gériatrie, un professeur de neurologie, des dirigeants d'EHPAD ou de maisons d'accueil spécialisées, ainsi que des soignants qui y travaillent. Tous ensemble vont donner du corps et du sens à cette fameuse vie bonne pour que le temps de fin de vie ou de vie lourdement handicapée ne soit pas le temps à attendre la mort. La preuve, nous allons parler de plaisir, de désir et de dignité. Le plaisir, justement, c'est celui du point d'être partenaire de cet événement. Et nous allons le commencer avec Dominique Monneron, qui est le directeur général de Partage et Vie. Je vous laisse la parole tout de suite, Dominique. Merci, Anne. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau avec nous parce que je crois que c'est déjà une première réussite pour nous de tenir cette deuxième édition des Estivales de Partage et Vie. Parce que qui dit deuxième dit que nous avons effectivement enclenché la série que nous souhaitons longue de ces manifestations au cours desquelles nous aurons l'occasion de partager avec vous, avec toutes les personnes qui nous écoutent encore en ligne aujourd'hui, pour cette année, partager toutes nos réflexions sur la démarche éthique entamée au sein de Partage et Vie. Je voulais juste en quelques mots en rappeler l'origine. Lorsque nous avons décidé de travailler sur notre projet stratégique 2020-2025, nous l'avons fait comme toute entreprise d'intérêt général en travaillant sur nos objectifs, nos process, nos axes d'amélioration, nos souhaits de développement, nos souhaits d'innovation. Mais il nous a paru absolument essentiel, sur un métier dans lequel nous avons avant tout à accompagner et soigner des personnes, et ce travail est fait par des personnes qui sont soignantes et accompagnantes, il nous a semblé que ce lien personnel ne pouvait se pratiquer au jour le jour sans une réflexion sur la dimension éthique de notre travail. Donc c'est un travail que nous avons entamé avec Roger Paul Droit, et je remercie Roger Paul d'avoir conduit ces travaux depuis maintenant près de 2 ans. Nous l'avons fait avec un certain nombre d'experts extérieurs que Anne a mentionné dans leur qualité à l'instant, que pour un certain nombre d'entre eux, vous allez entendre et voir pendant notre session. Mais nous avons commencé aussi avec des personnes qui sont absentes. Et je voulais rendre un hommage particulier à un absent particulier dont j'espère qu'à l'instant où je vous parle, il est encore vivant, qui est Axel Kahn, et qui nous avait gratifié au mois de novembre 2019, si je me souviens bien, d'une intervention absolument lumineuse dans laquelle on sentait déjà toutes les paroles extrêmement importantes qu'il a pu prononcer ces dernières semaines. Voilà. Juste pour dire que cette démarche éthique, nous l'avons mise à l'épreuve durant cette année particulière. Et heureusement qu'on l'avait menée, je crois, parce qu'elle a servi aussi d'armure, d'outils à nos équipes pour bien sûr protéger nos résidents, également pour leur garder le goût de la vie. On a beaucoup parlé pendant toute cette année de la noirceur des EHPAD, de l'omerta dans les EHPAD, de l'univers carcéral dans lequel on enfermait les personnes âgées. Je crois que heureusement, nous avons vécu quelque chose de différent. Nous avons vécu quelque chose où au jour le jour, tous ensemble, résidents et collaborateurs, nous avons travaillé à garder de la vie dans les établissements. Et cette vie, nous l'avons maintenue et nous l'avons protégée. Et je voudrais, en commençant cette convention, cette réunion, rendre hommage à nos 5000 collaborateurs. Je pense que les 5000 collaborateurs de Partage et Vie sont la forêt que parfois cachent les arbres des articles un peu faciles qu'on peut lire sur les établissements. Non pas, et bien sûr on est là pour en parler, que tout y soit rose et facile, mais encore une fois, notre expérience à nous, c'est que la vie existe dans nos établissements.
c'est que cette vie, nous l'avons maintenue tout au long de la crise, que cette vie, nous l'avons protégée. Et je voudrais rappeler qu'au total, au sein de Partager Vie, nous avons eu au total à regretter environ 250 décès liés à la maladie, mais que si on regarde les chiffres sur une année complète, on aura eu une surmortalité au total d'environ 12%. Donc ça aura effectivement été difficile, ça aura été une épreuve très douloureuse pour certains établissements, je pense à celui de Dominique Gerby que vous entendrez tout à l'heure, qui ont connu des morts en nombre, mais notre combat a été au total victorieux, et il est d'autant plus victorieux depuis quelques mois que la vaccination a parfaitement fait son office et que maintenant les établissements sont le premier endroit à partir du printemps où la vie a repris ses droits. Nous avons lancé à ce titre quelques opérations importantes au premier trimestre. D'abord la création de 500 jobs étudiants pour permettre aux étudiants de venir travailler dans nos établissements et d'y apporter de la vie. Ensuite, nous avons voulu fêter au mois de mars, du fait de la réussite de la vaccination, le fait que la vie reprenait dans nos établissements, qu'on pouvait de nouveau y recevoir des familles, qu'on pouvait de nouveau y donner des spectacles. Et nous avons fêté le printemps du grand âge. Voilà, ces éléments pour vous rappeler que la démarche éthique de Partager Vie, elle se vit au sein de l'ensemble de nos établissements. Elle se nourrit du travail qui est fait au sein de nos établissements. Et Roger Paul nous a aidés à mener les prémices de cette étude, de ce travail, de cette réflexion commune sur la vie bonne. Nous avons en particulier réalisé un questionnaire qui a été exceptionnellement instructif et émouvant de témoignages de vie dans nos établissements. Cette expérience, nous souhaitons la mettre au regard, à la lumière d'échanges approfondis avec des professionnels. C'est aussi le sens du travail qui a été réalisé pendant tout le premier semestre. Et nous sommes maintenant heureux de vous présenter l'état de ces réflexions qui donnera lieu à la publication d'une deuxième édition de la collection éthique et grand âge au PUF et qui est aussi un produit de Partager Vie dont je suis très fier. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les échanges que nous allons mener vont vous passionner, comme ces questions nous passionnent au jour le jour. Et Anne, je vous pardonne d'avoir été un petit peu long. Non, j'ai juste une petite question à vous poser. On parle toujours de cette crise qui a été horrible pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une modification qui a été liée à cette crise qui finalement s'avère positive et que vous allez pérenniser? Est-ce qu'il y a un exemple, ce serait lequel? S'il y avait un exemple, c'est la décision que nous avons prise de fonctionner désormais dans ce que nous appelons des hameaux, qui sont un ensemble d'une vingtaine de résidents, et d'organiser la vie au sein de ces hameaux, en particulier les temps de repas, etc. Et au total, cette vie en hameau, que certains des directeurs qui vont intervenir pourront vous décrire, elle a changé quelque chose, qu'on va faire vivre durablement. Non pas que nos grands lieux d'accueil, nos grandes salles à manger ne servent plus, mais justement, ça permet de différencier entre des moments qui sont des moments de vie sociale un peu générale, comme on peut l'avoir sur une place de village, et puis des moments qui sont des moments un peu plus intimes. Pour autant, on n'est pas reclus dans sa chambre, mais on est dans un univers un peu plus intime où on peut partager la vie quotidienne. Et je crois que ça, c'est un changement important. Je crois que nous en reparlerons un petit peu plus tard. Je me tourne vers vous, Roger Paul Droit. Donc vous êtes philosophe, écrivain, ancien membre du Comité consultatif national d'éthique. Comment définissez-vous cette vie bonne ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, en étant très heureux et très honoré de cette tâche, un peu écrasé aussi, parce que je vais devoir, en peu de temps, définir les axes d'une question qui, en fait, est colossale et poser quelques jalons de nos discussions à venir. Il y a deux manières de comprendre l'expression de vie bonne. Et la première, elle ne fait pas beaucoup de questions. Elle est très simple, c'est celle que nous utilisons, que nous comprenons tous les jours. Après tout, quand nous parlons de vie bonne, nous pensons tout simplement, spontanément, à une existence agréable, sans douleur excessive, sans angoisse qui nous étreint. Une existence où les plaisirs
qu'ils soient physiques ou intellectuels, se succèdent, se renouvellent. Des plaisirs liés à la table, au sexe, au divertissement, à la musique, à la lecture. Et si ce n'était que cela, et évidemment, vous le voyez, c'est déjà beaucoup, mais je crois que s'il n'y avait que cela, nous n'aurions pas beaucoup de débats, ni de discussions. Mais il y a une autre manière d'entendre cette expression de vie bonne. Une manière où tout devient beaucoup plus corsé et peut-être coriace. Tout simplement parce qu'il va s'agir de chercher ce que signifie bien vivre pour un être humain. Comment vivre selon le bien? Parce que la vie bonne, c'est la vie selon le bien. Mais on est conduit aussitôt à se demander qu'appelle-t-on le bien? Et on bute sur la question comment peut-on le connaître? On doit se demander qu'est-ce que les êtres humains peuvent espérer réaliser de mieux, chacun pour sa part, mais aussi pour sa famille, son groupe, sa communauté, et puis collectivement, peut-être pour l'ensemble de l'humanité. Alors vous voyez qu'on se trouve embarqué tout de suite dans un dédale d'interrogations pratiquement sans fin qui englobe d'ores et déjà une multitude de dimensions. Des dimensions médicales, parce qu'il n'y a évidemment pas moyen de bien vivre dans la souffrance ou le mal-être. Et donc ce sont la physiologie, mais aussi la psychologie et la médecine qui vont être mobilisées. Des dimensions éthiques, parce qu'il n'y a pas moyen de bien vivre dans l'indifférence des autres, encore moins en étant en but à leur mépris ou à leur hostilité. Et cette fois, ce sont les relations humaines, la dignité, les droits de la personne qui se trouvent inclus dans la vie bonne. Des dimensions économiques et sociales, parce qu'il est impossible de vivre bien en situation de famine, de dénuement, d'extrême précarité. Et ces dimensions sociales, elles ont des dimensions politiques. Comment bien vivre si l'on est asservi, censuré, surveillé, soumis à la crainte d'un despotisme arbitraire, sous la botte d'une dictature ou d'un régime totalitaire? Bon, ça suffit. Vous avez saisi que la question de la vie bonne est immense. Et ce n'est pas par hasard que, depuis 25 siècles, les philosophes s'en occupent, s'interrogent à son propos, depuis Socrate jusqu'à nos jours. Et ce grand passé, que je vais très rapidement tenter de parcourir, comme une flèche, comme dit Rousseau, je parcours comme une flèche une multitude de siècles, dit-il quelque part, et ce grand passé, je crois qu'il ne peut pas ne pas nous concerner dans la réflexion sur le grand âge et sur l'accompagnement des personnes fragiles dont la Fondation Partage et Vie a pris l'initiative et m'a confié la coordination depuis 2 années maintenant. Alors il faut tenir compte de cet héritage philosophique. Pourquoi? Pas pour faire de la philosophie pour le plaisir, de la culture ou de l'histoire, mais par volonté d'agir de manière plus éclairée, plus pertinente, finalement plus juste ou plus humaine. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la philosophie. Je n'ai rien, évidemment, contre l'histoire de la philosophie, mais je n'ai pas le temps et ça n'est pas le lieu. Ce que je vais indiquer, c'est quelques brefs rappels, quelques étapes, quelques jalons, pour que nous puissions faire ce lien qui est indispensable entre les questions de fond de l'histoire, de l'éthique et de la philosophie, et les détails du quotidien, les gestes d'accompagnement les plus minimes, mais les plus décisif peut-être aussi pour les personnes fragiles. Premier jalon, une phrase de Socrate. Elle aurait été prononcée, effectivement, si l'on en croit Platon, par Socrate au cours de son procès, au cours de son discours de défense. Il dit « Une vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, d'emblée, il me semble que ça souligne que vivre pour un être humain n'est jamais une affaire simplement biologique. Alors bien sûr, le fonctionnement des organes, qu'il soit plus ou moins satisfaisant, est indispensable, mais c'est la condition nécessaire de la vie humaine, ce n'est pas la condition suffisante. La condition suffisante, ça va être l'examen de cette vie, la construction de son sens, la recherche de son amélioration ou de sa plénitude possible. Autrement dit, si l'on ne sait pas du tout comment on veut vivre, ni pourquoi, et si on ne se le demande jamais, alors on ne vit pas au mieux de l'humain. Et Socrate dit aussi, il parle à Alcibiade cette fois,
Ce que nous voulons, c'est devenir meilleur. Et si on demande meilleur comment, meilleur en quoi, meilleur tout simplement en réalisation des possibilités humaines, meilleur en connaissance et en action, meilleur finalement intellectuellement, mais aussi éthiquement et vis-à-vis des autres. Dans le fond, c'est exactement cela aussi qui nous préoccupe quand nous nous demandons comment améliorer la vie quotidienne des personnes âgées. Ce ne sont pas seulement des questions pratiques, mais ce sont aussi, alors bien sûr, ce sont aussi des questions pratiques, des problèmes d'organisation, de budget, de formation, mais le mieux qui est recherché, il contient forcément une exigence éthique et un impératif de réflexion. Alors, d'un autre côté, vous imaginez bien que si l'on attendait que toutes ces questions fussent résolues pour servir les plateaux repas, tout le monde serait mort de faim depuis très, très longtemps. Mais en même temps, pardonnez-moi cette formule devenue impossible à utiliser, mais en même temps, nous ne pouvons pas faire comme si ces questions n'existaient pas, comme si elles n'avaient pas une très longue histoire. Alors voilà une très brève esquisse. Après Socrate, Platon, dans La République, a proposé un modèle de cité idéale qui permettrait, s'il était réalisé selon lui, que chacun puisse mener une vie bonne. La solution de Platon, elle est morale, si l'on veut, éthique, métaphysique, mais elle est surtout politique. Et d'une politique qui ferait que les philosophes, ou en tout cas les hommes de savoir, organiseraient entièrement la vie de la cité dans ses moindres détails, ce qui a aussi une empreinte, pour une part, totalitaire. Et c'est pour ça qu'Aristote, le disciple devenu critique, pour une part adversaire de Platon, il réaménage l'idée de vie bonne de manière plus nuancée, plus concrète, en tenant compte des conditions de vie effectives. Il n'y a pas de vie bonne dans la douleur, dans le dénuement, dans l'indignité, bien sûr, mais pour Aristote, il n'y en a pas non plus sans un minimum de bien matériel, de bien-être, de bonne réputation. Les relations aux autres et les relations sociales sont elles aussi décisives à ses yeux. Ensuite, les écoles de sagesse grecque, latine, principalement les épicuriens, les stoïciens, redéfinissent à leur tour la vie bonne, qui mettent au centre véritablement de leur réflexion. Alors, si l'on devait poursuivre, si l'on devait élaborer une sorte d'histoire des conceptions de la vie bonne, je crois qu'au sommaire, ce n'est qu'un sommaire, on mettrait ensuite les philosophes chrétiens, qui évidemment voient la question de la vie bonne très différemment, avec la nécessité de faire son salut, d'être fidèle aux préceptes des évangiles, ce qui change évidemment la donne. Les penseurs de la Renaissance, de l'âge classique, depuis Montaigne jusqu'à Spinoza en passant par Descartes, eux aussi, à l'intérieur de leur système rationnel, reconfigurent les perspectives de la vie bonne. Les philosophes des Lumières, ils la politisent, la vie bonne, puisqu'elle devient soumise à la nature et à la raison, mais aussi à des conditions, évidemment, d'éducation et de progrès, en particulier social. Les penseurs du XIXe siècle, je pense à Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Freud, chacun à leur manière vont compliquer encore la question, en montrant à quel point nos manières de penser, nos décisions sont travaillées par des forces qui souvent nous échappent. Mais ce que je veux simplement dire, pour finir ce bref panorama, c'est que la question est revenue depuis quelques décennies tout autrement. Au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, on voit un philosophe de l'école de la théorie critique, Max Horkheimer, qui pose finalement, ou repose la question de la vie bonne. Quelle est sa possibilité dans une société qu'il juge mauvaise? Peut-on encore mener une vie bonne dans une société mauvaise? Cette question, elle est reprise aujourd'hui par la philosophe féministe américaine Judith Butler sous d'autres perspectives. Et parmi les contemporains, en France, il faudrait mentionner Paul Ricoeur, il faudrait aussi insister beaucoup sur Luc Ferry, qui a largement contribué à remettre en lumière la question de la vie bonne, à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages, en s'efforçant d'adapter, de prolonger la réflexion en lien avec notre temps et notre présent.
Et pour partager vie, Luc Ferry, que je remercie chaleureusement, a bien voulu m'accorder un long entretien qu'on pourra lire sur la vie bonne au grand âge, dans le volume dont vous parlait Dominique Monon tout à l'heure, qui sera le second titre de la bibliothèque Partager vie aux presses universitaires de France, qui sera sous la direction du professeur Claude Jandel et de moi-même. Et vous trouverez aussi dans ce volume un entretien sur la vie bonne au grand âge avec le philosophe Francis Wolff, ici présent, qui sera tout à l'heure le grand témoin des échanges à venir et que je remercie vivement de sa participation. Alors pour terminer cette brève série de rappels, je voudrais insister sur les travaux relativement méconnus en France, mais qui me paraissent très importants, de la philosophe américaine Martha Nussbaum. Elle a renouvelé, me semble-t-il, c'est la question de la vie bonne, sur plusieurs points au cours des 3 dernières décennies. Parce que, je n'en prendrai que 2 points. D'abord parce qu'elle insiste sur la notion de vulnérabilité, pour souligner que cette dimension est universelle dans l'existence humaine. Être fragile, ce n'est pas un accident. Être fragile, c'est une donnée de l'existence. C'est probablement la caractéristique centrale de la vie et pas un déficit quelconque. Cela signifie notamment, si l'on tire ce fil, que dans les relations entre personnes fragiles et personnes aidantes ou accompagnantes ou soignantes, eh bien, il n'y a pas des vulnérables d'un côté et des invulnérables de l'autre. Tout ce qui existe, ce sont des relations entre différentes fragilités, plus ou moins vives, différemment configurées. Et je crois que ce point est important pour les discussions qui nous attendent. Le second élément que je me permets de retenir des travaux importants de Martha Nussbaum, c'est la notion de capacité. Et là aussi, je crois qu'il en sera question au cours de nos débats. Au lieu de se demander ce qu'une personne ne peut plus faire, il vaudrait mieux se demander de quoi elle est encore parfaitement capable et à quelles conditions. Et ce terme de condition, il est absolument déterminant. C'est pourquoi on parle volontiers de capacité plutôt que de capacité. Alors le terme est assez affreux, c'est un décalque de l'anglais capability, qui lui-même n'est pas très beau, peu importe, mais ce terme utilisé par Martha Nussbaum a été utilisé aussi beaucoup par l'économiste Amartya Sen, et c'est un terme intéressant, parce que, imaginez un électeur, il a la capacité de voter, s'il a l'âge légal, s'il a ses droits civiques, et s'il a sa carte d'électeur et qu'il est inscrit sur les listes. Bien. Sa capacité de voter, c'est tout à fait autre chose. C'est la capacité réelle d'aller au bureau de vote, d'avoir peut-être un véhicule ou des moyens de transport ou une personne accompagnante s'il s'agit d'une mobilité difficile. La capacité, c'est ça. C'est ce qui simplement inclut les données concrètes nécessaires pour réaliser l'action. Et je pense que c'est une dimension tout à fait importante des réflexions que nous avons amenées. Et on trouve aussi de bien nombreux éléments philosophiques sur la vie bonne et la vulnérabilité, dans les travaux par exemple de la philosophe Cynthia Fleury ou de Corinne Pelluchon, qui est auteure notamment d'une éthique de la vulnérabilité et qui a participé à nos travaux pour rédiger, avec bien d'autres philosophes et membres de Partager vie, la déclaration éthique de Partager vie. Alors dans le temps qui me reste, il est très bref, j'aimerais insister sur le fait qu'en nous efforçant de relier vie bonne et grand âge, eh bien nous avançons presque, en tout cas si j'ose dire, en terre inconnue. Pas parce que la vieillesse serait une nouveauté, ça, ce serait un scoop, mais ni parce que les philosophes s'en sont désintéressés, de Cicéron jusqu'à Simone de Beauvoir ou de Marc Aurèle jusqu'à Jean Améry. Il y a beaucoup de textes philosophiques sur la vieillesse. Mais cette fois, je crois que nous sommes aujourd'hui, socialement, collectivement, confrontés à quelque chose qui est historiquement nouveau et dont on commence probablement à peine
à mesurer véritablement la complexité. Cette chose nouvelle, c'est le vieillissement massif de la population. Et donc, statistiquement et inévitablement, l'accroissement de la dépendance que ce vieillissement massif engendre. Voilà pourquoi la question de la vie bonne des personnes âgées, et plus généralement des personnes fragiles, qu'elles soient âgées ou non, est une question à approfondir. Il y a là une multitude de fils éthiques, théoriques et pratiques qui s'entrecroisent. On ne peut pas faire comme si ces personnes étaient toutes de jeunes adultes en bonne santé. Le professeur Claude Jandel le rappelle souvent, il y a plus de 80% des résidents des EHPAD qui présentent des altérations de leur capacité cognitive, avec pour certains des troubles du comportement, des altérations du jugement, des lacunes dans la communication. Et Yves Agide nous parlera tout à l'heure des rapports entre le cerveau et le vieillissement. Mais ce n'est pas une raison, ces pertes de mémoire ou de capacité. Ça n'est pas une raison pour faire comme si ces personnes n'étaient pas des personnes à part entière. Alors la difficulté, elle prend 1000 visages pour aller chercher la communication, le consentement ou l'assentiment, ou même pour simplement comprendre et connaître le souhait, le désir. Quand quelqu'un ne parle plus ou paraît ne pas entendre, ne pas comprendre, il faut, les soignants le disent, il faut beaucoup d'habitude ou pas mal d'intuition pour maintenir la relation. Ça se joue dans une multitude de petits gestes, d'invention de l'instant, de création spontanée. Et souvent, ces créations sont individuelles. C'est au détour d'une porte qui s'ouvre ou d'une tournée qu'on invente le bon geste. Il faut qu'ensuite, ça fasse l'objet d'échanges, d'élaborations collectives, de partage d'expériences à travers tous les témoignages et les réflexions venus de plusieurs horizons. Finalement, nous sommes convaincus que la vie bonne est possible pour toutes les personnes fragiles et dépendantes. Nous refusons évidemment de dire que ça ne les concernerait pas, mais il serait stupide et peut-être cruel de vouloir les formater selon un modèle tout fait ou préétabli. Donc la vraie question, c'est de parvenir à discerner quelle vie bonne leur convient, quelle vie bonne est possible, et de trouver les moyens concrets de la réaliser. Cette réflexion, elle est en cours d'élaboration de plusieurs côtés, mais la Fondation Partage et Vie a choisi d'y jouer un rôle moteur. Et je voudrais dire un mot, pour finir, de celles et ceux qui y travaillent. Depuis 2 ans, j'ai souvent eu l'occasion de les rencontrer ou de dialoguer avec eux, avec toutes les femmes et les hommes qui travaillent dans les différents établissements et dans les différentes fonctions. Et je veux tout simplement insister sur leur extraordinaire lucidité, leur connaissance des questions, leur inventivité, leur courage quotidien. Et je le dis tout simplement parce que je le pense très profondément et parce qu'eux ne le diront pas. Ce qui se construit à mesure, là, c'est une éthique du détail. Et depuis le début de la réflexion que nous avons entamée avec Partage et Vie, dans la déclaration éthique notamment, on a défini l'éthique comme un climat. Alors, un climat, c'est quoi? L'éthique, ce sont des valeurs, ce sont des principes, évidemment. Mais l'éthique n'est pas seulement faite de discours, elle est faite aussi d'actes. C'est aussi une pratique qui est composée d'une multitude, d'une poussière, de petits gestes minuscules, d'initiatives concrètes, de changements continus. Pourquoi? Eh bien, justement, pour devenir meilleur, comme disait Socrate. Et je pense que la suite de nos débats devrait illustrer concrètement cette recherche commune. Merci.